Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission en compagnie de mon invité où on va parler de transmission de patrimoine. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir en direct les prochaines vidéos. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast ou sur Spotify. Vous retrouvez en audio cette émission. Avant de la démarrer, je vous laisse place à cette courte vidéo. C'est parti. La France est connue pour être le pays qui taxe le plus ses ménages. Est-ce qu'on est aussi en matière d'impôts sur les successions, les champions? Alors si on regarde ce que rapportent au fisc les impôts payés par ceux qui bénéficient d'un héritage ou d'une donation, la France est le pays d'Europe où ça rapporte le plus et ça progresse le plus en même temps, si vous voulez. Alors, ça rapporte 14 milliards d'euros de recettes, ça c'est le dernier chiffre, 2017. Et si on prend en compte nos populations respectives, on va dire que les Belges sont un petit peu au-dessus. Mais ce qui est très important à dire, c'est que si les héritages rapportent plus d'argent aujourd'hui au fisc qu'il y a 10 ans ou 20 ans, c'est surtout lié au fait que le patrimoine des Français a pris beaucoup de valeur. Et pourquoi? Eh bien, c'est la raison, elle est très très simple. Hein. C'est le marché immobilier qui s'est envolé. En 20 ans, la valeur des appartements ou des maisons, pour prendre 3 grandes villes, elle a été triplée à Lyon, à Toulouse et à Bordeaux. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité, Yasmina Brasseur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur patrimonial senior chez Bred Banque Privée. Je le dis aussi pour être totalement transparent, je suis client de Bred Banque Privée. C'est dans ce cadre que j'ai connu et que j'ai invité Yasmina. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de la transmission de patrimoine. C'est un sujet qui est crucial. Pourquoi? Parce que quand on est jeune et qu'on commence à investir dans l'immobilier, on ne se pose pas forcément la question parce qu'on ne se projette pas. Et puis quand on vieillit, ça devient un axe majeur. Avant de préparer cette émission, je vous ai demandé qu'on puisse faire une étude de cas, où on prenait par exemple un couple avec 2 enfants et qui a un patrimoine immobilier d'1 million d'euros pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de transmission à leur décès et surtout comment est-ce qu'on peut optimiser cette transmission de patrimoine. Et vous allez le voir à l'écran pour les téléspectateurs. Pour les auditeurs, on va vous l'expliquer. Est-ce que vous pouvez nous présenter la fiscalité qu'aura ce couple qui a un patrimoine immobilier d'1 million d'euros et qui a 2 enfants? Et puis on verra ensemble les pistes d'optimisation. Donc là, dans notre cas pratique, on a en effet donc un couple. Pour les hypothèses de calcul, on a retenu le régime de la communauté légale. Donc la première étape, lorsqu'une succession est ouverte, c'est qu'on va liquider le régime matrimonial. Là, dans notre cas, on a un patrimoine immobilier d'1 million d'euros. Pour faciliter les calculs, on est parti du principe que c'est de l'immobilier locatif, pas de la résidence principale. Très bien. Donc, on prend ce patrimoine, on le divise en 2. Il y a 500 000 qui revient au conjoint survivant, parce que c'est de la communauté, et 500 000 qui rentrent dans la succession. OK. D'accord. Pour également faciliter les calculs, on est parti du principe que durant leur vie, ils ont fait un peu de donation. Donc, du coup, on n'a plus d'abattement sur les successions. D'accord. Du coup, on retient comme âge du conjoint survivant 79 ans. On retient également en option pour l'impact fiscal, option du conjoint pour la totalité en usufruit. Donc ça, c'était déjà une option quand même, il y a déjà une perspective d'optimisation? Non, alors c'est que généralement, ce qu'on a pu constater dans le cadre de nos rendez-vous, c'est que le conjoint survivant opte souvent pour la totalité en usufruit pour qu'il ait vraiment une liberté ensuite sur le patrimoine qu'il reçoit en succession. D'accord, donc c'est un cas quand même assez généraliste. Oui, un cas assez généraliste. Donc du coup là, les 500 000 qui rentrent dans la succession, on applique l'option du conjoint survivant, donc la totalité en usufruit. D'accord. Mais les enfants vont recevoir la nue propriété. Alors, ce qui est important, on a un public qui nous écoute et qui nous regarde, qui est un public d'experts qui connaît très bien. On va aussi s'adresser à ceux qui ne connaissent pas du tout. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est la nue propriété, ce qu'est l'usufruit, pour que ça parle vraiment à tout le monde? Exactement. Alors, lorsque vous êtes propriétaire d'un bien, il y a plusieurs types de droits. Donc il y a la jouissance, ce qu'on appelle l'usufruit, donc le droit de jouir du bien, le droit de le louer, et puis la nue propriété qui est le droit de disposer. Et lorsque vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez la possibilité de démembrer, c'est-à-dire de séparer les droits, donc notamment de donner la nue propriété à vos enfants, ou donner l'usufruit temporaire à un enfant dans le besoin ou à une fondation. D'accord. Et au moment d'une succession, lorsque le conjoint survivant donne son option, il peut opter pour la totalité en usufruit. Donc du coup, la succession se retrouve démembrée.
Voilà, donc là c'est important pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de façon à ce qu'on ne les perde pas au fil de la discussion. Voilà, donc là je suis partie sur en hypothèse donc décès de monsieur en premier et madame donc à 79 ans au moment du décès. D'accord. Donc on va déterminer l'assiette soumise au droit de succession, donc les fameuses 500 000. Oui. D'accord. Donc on applique le démembrement sur ces 500 000. D'accord. Ok. Donc les enfants vont recevoir de la nue propriété. Oui. Donc autre inconvénient, c'est qu'ils vont recevoir de la nue propriété. Donc ils n'auront pas forcément, si le patrimoine n'est que de l'immobilier, ils n'auront pas forcément de liquidité pour payer les droits. Donc il y a déjà ce premier sujet de difficulté. Et donc là, on a calculé le montant des droits de succession au premier décès. Donc on a calculé pour une assiette de 500 000, on a 34 097 € de droits de succession par enfant. D'accord. Ensuite, on a le second décès. Madame décède. Donc la quote-part qu'elle avait en pleine propriété, les 500 000 rentrent dans la succession. En revanche, ce qui s'est passé à son niveau, au premier décès, il y a une réunion de la pleine propriété qui se fait, elle, sans droit de succession. D'accord. Et on va voir pour les optimisations, ça c'est un point intéressant. Okay. Donc au second décès, donc, Madame, ce qu'elle avait en direct, en pleine propriété, rentre dans la succession. Et là, au second décès, chacun des enfants va payer 49 000 et des poussières, 49 000 € par enfant. Donc déjà, on voit, voilà, sans optimisation, on a des droits de succession plus ou moins importantes. Et si rien n'a été prévu en termes de diversification patrimoniale, c'est qu'il faut aller chercher sur son patrimoine personnel pour payer les droits. Exactement, parce qu'il y a le souci aussi de liquidité. Il y a le fait qu'à un moment, je dois payer l'impôt, et si c'est ce que vous expliquez, si je n'ai pas forcément la liquidité pour, je suis dans une situation compliquée où je dois soit trouver de l'argent, soit vendre le bien immobilier pour pouvoir répondre à cette Après, succession. autre option, c'est d'aller négocier avec le Trésor public, parce que vous avez possibilité sur des successions illiquides de demander un paiement fractionné ou différé. Un report ou différé. Exactement, sous réserve de présenter des garanties. Le Trésor public... pas forcément notre meilleur ami, donc ce qui est vraiment intéressant de voir, et je vous en remercie d'avoir préparé ça pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'est de voir finalement la pression fiscale. Alors le but, c'est pas de dire c'est cher, c'est pas cher, c'est de voir comment est-ce qu'on peut optimiser ça. Là, on voit donc globalement 98 000 € en tout, donc pour les deux enfants, 50 000 par enfant, 168, on est environ sur 170 000 € le jour où malheureusement les deux parents seront décédés, ce qui fait environ 17% sur ce million d'euros. Puisque ça va monter environ 170 000 €. Voilà. Ce qui était intéressant de voir, c'était quel est le point de départ si je suis monsieur, madame, que j'ai investi dans l'immobilier, là on est parti sur un exemple en immobilier locatif, et que finalement, je ne fais rien. Ils ont déjà fait beaucoup parce qu'ils ont investi sur 1 million d'euros en locatif, mais que je n'ai pas cherché au cours de mon vivant finalement à optimiser cette situation pour préparer la suite pour mes enfants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir le cas pratique numéro 2, ce même couple avec deux enfants qui finalement a pris les devants et de son vivant s'est mis dans une position où il s'est dit comment est-ce que je peux finalement optimiser ça pour transmettre un petit peu plus à mes enfants et baisser la pression fiscale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce second schéma et quelles sont les pistes que ce couple aurait pu mettre en œuvre pour pouvoir baisser cette pression fiscale? Alors déjà, faut, juste à titre de rappel, c'est que vous avez la possibilité, durant votre vivant, de donner jusqu'à 100 000 € par enfant par parent en franchise de droit. D'accord ? Donc ça, c'est donation classique. En plus, la loi vous permet de donner des sommes d'argent également en franchise d'impôt jusqu'à 31 865 € par enfant par parent, tous les 15 ans, que ce soit donation classique ou donation de somme d'argent. La petite subtilité pour les donations de somme d'argent, c'est que celui qui reçoit doit avoir au moins 18 ans et le disposant, celui qui donne, doit avoir moins de 80 ans. Donc déjà, c'est pour ça l'importance d'anticiper les donations. Et puis tous les 15 ans, malheureusement, c'est long. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer le plus tôt. Après, l'objectif des donations, alors nous, c'est vrai qu'on, dans le cadre de notre métier, on recommande de commencer à donner, mais le but, ce n'est pas non plus de s'appauvrir. Il ne faut pas que, au moment des âges avancés, que vous demandez à vos enfants de vous aider. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner sur la durée, en partant du principe que ce que vous donnez, c'est ce que vous n'avez pas besoin. Exactement. Donc là, si on revient à notre couple, donc déjà, première piste, lorsque le couple souhaite acquérir un patrimoine immobilier, notamment avec ses enfants, c'est la société civile immobilière. Donc d'où l'intérêt, parce qu'on me pose très souvent la question, et j'imagine qu'on vous la pose bien évidemment aussi. On a fait des vidéos sur le sujet, donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche notification pour recevoir les vidéos, parce que c'est aussi ça, le fait de est-ce que je dois acheter en direct, est-ce que je dois acheter en société. Souvent en société, il y a différents types d'achats en société, mais bien évidemment, on revient souvent la SCI, la société civile. Donc là, c'est ce qui peut être préconisé, c'est finalement ce patrimoine immobilier, le mettre à l'intérieur d'une société, une société civile. Exactement. Alors
après, donc aussi, autre réflexe à avoir, c'est qu'il faut toujours dire qu'il faut regarder au cas par cas. Mon voisin a fait une société civile, ça ne veut pas dire que ça sera applicable à moi. C'est vraiment regarder le contexte familial, le patrimoine souhaité en termes d'intégration dans une SCI. Et à partir du moment où on a tous ces petits points d'attention en tête, on peut en effet se lancer dans une société civile. Donc là, si on revient à notre fameux couple avec 2 enfants, ce qu'on peut préconiser, c'est qu'ils constituent une société civile, éventuellement avec les enfants dès le départ. On fait une donation de somme d'argent à chacun des enfants. Les enfants et le couple font un apport en compte courant d'associés. Donc là, on avait une acquisition d'1 million d'euros. L'ensemble des associés, la SCI, la société civile, va aller emprunter pour l'acquisition. Alors l'emprunt, vous allez voir un effet bénéfique sur l'IFI, que ça sera un passif déductible, et un effet intéressant sur la transmission. Est-ce que je peux vous poser une première question ? Allez-y. Est-ce qu'il faut que les enfants soient toujours majeurs dans ce cas de figure ? C'est toujours le cas. Ici, si mes enfants sont mineurs, est-ce que je peux le faire ? Oui, vous pouvez en effet intégrer des enfants mineurs dans une société civile, mais il y aura un certain nombre de précautions à prendre. Parce que dans une société civile, contrairement à une société commerciale, vous êtes engagé solidairement sur votre patrimoine personnel. Donc en cas de passif, notamment si on constitue un prêt pour acquérir le bien immobilier, le créancier gagiste, la banque en gros, peut aller venir chercher, si la SCI est défaillante, le comblement du passif auprès des associés. Donc, première règle à faire lorsqu'on veut rentrer des enfants mineurs, les statuts. Faire en sorte que les statuts soient très bien rédigés, avec une clause de limitative de responsabilité. Faire en sorte que les enfants mineurs ne soient tenus du passif qu'à hauteur de la valeur nominale de leur part. Oui, de façon à ne pas les mettre en difficulté en cas de problème. Un enfant mineur, même la loi le dit clairement, n'est pas censé avoir un passif. Oui. Vous évoquez aussi le fait de faire une donation pour qu'ils puissent apporter en compte courant d'associés. Si la SCI a un capital de 1 000 €, pourquoi ? Alors c'est juste pour donner vraiment une réalité à cette société civile, éviter de tomber dans une fictivité. D'accord. Et puis parfois la capacité d'emprunt fait qu'on n'a pas forcément la SCI n'est pas forcément dans le cadre où sur le financement il faudrait mettre de l'apport et donc ils disposent de cet apport pour pouvoir l'apporter à la SCI. D'accord. Et ce qui est important, c'est que lorsque vous faites une donation de somme d'argent à vos enfants, si vous voulez vraiment bien encadrer la donation, donc encore une autre piste, c'est de mettre une clause de remploi. Je te donne, 60 000 €, mais à la condition que tu remploies dans la souscription de part sociale de SCI, pour que ce soit vraiment bien encadré au niveau de la donation. Donc ça, encore une piste de clauses. Et tout à l'heure, on parlait de la société civile et des clauses, notamment pour les mineurs. Vous pouvez aussi prévoir une clause d'inaliénabilité. C'est-à-dire que je te donne de l'argent, tu investis dans la société civile avec les parents, avec tes frères et sœurs, mais quand tu seras associé, tu ne pourras pas vendre les parts avant 18 ans, 25 ans, 25e anniversaire. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et autre petite astuce, c'est que c'est bien de le mettre dans les statuts, mais il faut aussi le mettre dans l'acte de donation. Parce que les statuts, ça se modifie. Alors que l'acte de donation, c'est figé. C'est figé, Exactement. Merci beaucoup. Donc déjà, pour reprendre l'intérêt effectivement d'acheter en SCI, donc c'est finalement de faire rentrer aussi, de préparer la donation à mes enfants. On en parlera, ce sera aussi le sujet d'une prochaine émission, d'avoir du passif pour réduire potentiellement l'IFI. Bon, là, on était dans un exemple à 1 million €, mais si on est sur un foyer qui avait un encours et qui avait un patrimoine plus conséquent, est-ce qu'il y a d'autres intérêts de créer une SCI dans ce cas de figure-là pour préparer la donation ? Oui, alors justement, donc, on est toujours dans notre cas pratique. Ce couple a fait des donations de sommes d'argent à ses enfants. Ils ont constitué la société civile. La banque a accepté de faire l'emprunt, donc top. Ensuite, ce qu'on peut faire ultérieurement, quelques années plus tard notamment, c'est une donation en démembrement des parts sociales. Alors là où la société civile est vraiment intéressante, c'est que vous avez la possibilité de déduire du passif l'assiette taxable soumise aux donations. Donc si on reprend notre exemple, donc là dans la société civile on s'est dit 80% le couple, 20% à peu près les enfants, d'accord. On a un patrimoine immobilier détenu par la SCI d'1 million et on a un emprunt de 800 000. On est d'accord que la valeur des parts de SCI, c'est donc 200 000. Donc c'est là où c'est puissant, c'est que vous avez la possibilité de déduire le passif de la valeur des parts sociales. Donc on a du coup
200 000 euros. D'accord ? Les parents ont 80%. Oui. 80% de 200 000, c'est très facile, 160 000. Oui. Okay ? Si on fait une donation avant 61 ans, la valeur de la nue propriété que je donne, elle est de 50%. Donc je reprends mes 160 000, je divise par deux. La valeur de la nue propriété, ce que je donne, c'est 80 000 euros. Donc vous avez vu, on part d'1 million, tac, 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 on arrive 80 000 euros. J'ai 2 enfants, donc ça me fait 40 000 euros par enfant. Je suis mariée en régime de la communauté. On redivise encore, puisque chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 par enfant, par parent. Hop, on descend à 20 000. À 20 000, ouais. Si on n'a pas épuisé les abattements, on arrive du coup à 0 en impact fiscal. C'est là où vraiment la société civile peut avoir un intérêt pour organiser la transmission auprès des enfants. C'est cette donation en démembrement de propriété des parts sociales. Et le but ensuite, c'est donc que les enfants prennent de plus en plus de parts dans cette SCI jusqu'à finalement en être totalement propriétaires ou pas ? Là, du coup, avec ce démembrement, c'est que les parents vont se retrouver 80% en usufruit. Oui. Donc l'intérêt, c'est que si cette SCI détient des milieux locatifs, ils vont pouvoir percevoir les revenus, parce qu'ils sont usufruitiers. Et les enfants, eux, auront 20% en pleine propriété, et puis le reste en nue propriété. Au décès des parents, la réunion de la pleine propriété se fait sans droit de succession. Donc c'est là, c'est assez donc puissant. On passe je me permets d'arrêter dessus parce que c'est quand même juste énorme, mais je sais que vous êtes extrêmement friands, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, sur la fiscalité, parce que c'est bien sûr un sujet complexe, c'est un sujet d'experts. Le but, c'est d'essayer au maximum de le vulgariser pour que ce soit accessible au plus grand nombre et qu'on puisse voir vraiment le gain qui est possible. Et là, le gain est quand même énorme, puisqu'on passe de 17% de pression fiscale sur l'exemple, si on n'avait pas agi, à 0. Donc, quelque part, il y a déjà un gain à hauteur de 170 000 euros, ce qui est gigantesque. Et surtout, c'est que la société civile, elle répond aussi à une autre problématique, c'est éviter l'indivision. Lorsque vous êtes en indivision sur un bien immobilier, il faut l'accord de tous pour certaines opérations. La société civile, vous avez un gérant. Peu importe qu'il y ait une mésentente entre les associés, c'est le gérant qui prendra les décisions nécessaires à la conservation du bien. Donc en termes aussi d'organisation et de gestion d'un patrimoine familial, la SCI répond à cet objectif. Des cas d'indivision avec des frères et sœurs ou des neveux et nièces avec des tensions de la mésentente, ça on en voit souvent. Et donc parfois, c'est pour éviter ce type de tension ou de mésentente, anticiper. Prenez les choses vraiment en amont, anticipez le plus tôt possible, encore une fois sans vous appauvrir, le but c'est pas de vous retrouver sans rien, mais vous pouvez anticiper, la loi vous permet d'utiliser des cadres juridiques favorables d'un point de vue fiscal, et ça n'a pas forcément de l'abus de droit ou du mini-abus de droit. L'important c'est qu'il n'y ait pas de fictivité dans l'opération, que le but ne soit pas exclusivement ou principalement fiscale, mais tout ça, ça s'encadre. C'était une de mes questions. Quelle est la limite de ça, puisque bien évidemment, dans ce schéma-là, on le voit, le fisc sur le montant de l'addition est perdant. C'est quoi la limite de l'abus de droit là? C'est parce que finalement, je fais entrer mes enfants au sein d'une SCI, et donc il n'y a pas d'abus de droit parce qu'il y a un vrai fondement sur la nature de l'opération. C'est un sujet qui n'est pas borné à 1000%, sinon la règle serait facile, mais je dirais que quel est le curseur et où est-ce qu'il faut le placer? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques conseils? Oui, alors c'est là en effet, donc on a l'abus de droit, et depuis peu, on a le mini-abus de droit. Donc, c'est deux dispositifs que l'administration fiscale peut utiliser à l'encontre du contribuable. C'est lorsque vous êtes face à une opération où le but il est principalement ou exclusivement fiscal. Sauf qu'il y a eu des commentaires de l'administration fiscale le 30 janvier 2020 qui est venu un peu rassurer les particuliers, le contribuable, en désignant un certain nombre d'opérations, à partir du moment que c'est bien encadré et bien fait juridiquement, qui peuvent ne pas forcément être retoqués. Ils ont parlé le démembrement de propriété, parce que si vous voulez, c'est un cadre juridique qui est très souvent utilisé. Et même dans un communiqué, dans une réponse ministérielle en 2019, donc dès 2019, ils ont dit voilà, le démembrement de propriété n'est pas visé par le dispositif du mini-abus de droit ou de l'abus de droit. La transmission également auprès d'une fondation, en démembrement ou en pleine propriété. Exactement, ou la possibilité aussi de donner l'usufruit temporaire à un enfant dans le besoin. Mais il faut vraiment que l'enfant soit dans le besoin. Si l'enfant à 30 ans gagne très bien sa vie, la donation temporaire d'usufruit, là on est dans l'abus de droit ou mini-abus de droit. Donc vous voulez dire que ce sujet il est quand même borné?
et que ce type de schéma, même si je vous invite bien évidemment à consulter votre fiscaliste, bien évidemment Bread Banque Privée pour tous ceux qui souhaiteraient être clients, doit s'adapter à votre situation, mais que quelque part ce sujet en termes d'abus de droit, il est quand même assez bien borné et que ça ne rentre pas en ligne de compte sur ce schéma dit généraliste. Oui, alors après, autre précaution à avoir pour éviter vraiment que l'opération soit considérée comme fictive. Ayez une bonne tenue de la comptabilité de votre SCI. Là, vous avez vu, dans notre cas pratique, on envisage des comptes courants d'associés. Oui. Ayez une bonne comptabilité pour vraiment éviter d'avoir une demande d'information ou, voire pire, de l'administration fiscale. Faites vraiment, faites les choses dans le bon ordre. Tenez des assemblées générales. Faites les enregistrements vraiment dans des bonnes conditions, etc. Donc, d'où l'importance, en effet, comme vous le dites, d'être accompagné par des experts, que ce soit en ingénierie patrimoniale ou votre expert comptable ou un avocat. Bien rédiger également les statuts. Donc là, on a cité un certain nombre de clauses importantes. Donc voilà, toutes ces choses-là peuvent être encadrées par des professionnels. Merci beaucoup pour vos conseils. Une dernière question, parce que je sais que ça tient à cœur à ceux qui nous regardent. Ils vont se dire, la banque privée, est-ce que c'est fait pour moi? Je sais que vous n'êtes pas commercial et que vous êtes vraiment sur la partie conseil chez Bread Banque Privée, mais la banque privée, c'est pour qui? C'est à partir de quel niveau de revenu? Parce que ces conseils-là qui sont extrêmement précieux et qui permettent de gagner aussi beaucoup d'argent, est-ce que c'est pour tout le monde? C'est pour qui? Est-ce que vous pouvez conseiller ceux qui nous regardent pour savoir s'ils peuvent s'adresser à vous? Alors là, je vais donc donner les seuils d'accès au sein de la Bread Banque Privée. Après, les autres banques, ça, je ne me permettrai pas forcément de donner les seuils, mais en tout cas, au sein de la Bread Banque Privée. Mais on est là pour parler de vous, donc ça tombe bien. Donc, au niveau de la Bread Banque Privée, vous avez ce qu'on appelle les cercles patrimoniaux. Donc là, vous avez un conseiller à votre disposition et la possibilité de faire appel aux expertises internes, notamment l'ingénierie patrimoniale dont je fais partie. Et là, il faut avoir un minimum de 300 000 € déposés dans nos livres. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la gestion de fortune, où là, vous allez avoir un banquier privé qui répondra à vos problématiques, une offre un peu plus élargie que dans les cercles patrimoniaux. Et là, en termes d'avoir, il faut avoir environ 2 millions d'euros en avoir financier dans nos livres. Et là, pareil, possibilité d'accéder à l'ingénierie patrimoniale et à d'autres ingénieries de manière générale. Merci beaucoup Yasmina pour tous vos conseils qui, j'en suis sûr, vont vraiment pouvoir donner une vision plus large de la banque privée, du niveau de conseil sur lequel vous pouvez accompagner. Vous pouvez également récupérer ces conseils et notre fiche pratique sur la page investissement-locatif.com/podcast pour ceux qui nous écoutent. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission pour vous accompagner pour vos investissements rentables. Au revoir.